Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, merci de m'avoir invité pour l'Observatoire régional de la vie associative pour vous présenter quelques données qui vont contextualiser voilà, ce que l'on sait sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de la vie associative. Donc, je vais vous présenter quelques chiffres qui sont issus de différentes enquêtes. Je peux passer à la slide Mhm. suivante. D'abord, c'était une petite présentation rapide de l'Observatoire régional de la vie associative pour ceux qui ne le connaîtraient pas. On a fêté nos 10 ans il y a 3 semaines environ, mais sachez que l'Observatoire régional, c'est une association qui regroupe les 15 réseaux associatifs que vous voyez affichés là sur votre écran. Et vraiment, notre but, c'est au travers de différentes productions, des enquêtes, des rapports, des panoramas, de présenter quelques données qui intéressent la vie associative et les associations, leurs partenaires publics et privés sur les problématiques qu'on peut rencontrer au sein des assos. Donc aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir sur la question des rapports femmes-hommes et on va commencer par un premier graphique qui est issu d'une enquête IFOP pour France Bénévolat, Recherche et Solidarité qui présente la part des Français qui se déclarent bénévoles dans une association. Et ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'en orange, vous avez la part des femmes qui se déclarent bénévoles et la part des hommes en bleu avec l'évolution au fil des années. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, à égalité, 23% des Français, que ce soit des femmes ou des hommes, se déclarent bénévoles dans une association. Et ce qui est intéressant et ce qu'on peut remarquer, c'est en 2022, vous pouvez le voir, l'impact de la crise sanitaire sur le bénévolat des Français, avec d'abord une réduction du bénévolat des Français lors de la crise sanitaire et une diminution qui a plus touché les femmes que les hommes. Donc on va essayer d'apporter quelques éléments d'explication là-dessus. Mais aujourd'hui, en tout cas, la situation tend à se restabiliser autour de 23%. Je vais prendre maintenant un graphique qui est issu de l'enquête Orva qu'on a réalisée pour le mouvement associatif en juillet 2022. Donc là, c'est vraiment des associations qu'on a interrogées et on leur a notamment demandé, est-ce que dans votre association, vous avez le sentiment que le bénévolat est paritaire? Donc là, c'est assez amusant, c'est moitié-moitié, c'est paritaire pour le coup. Il y a à peu près 50% des associations qui pensent être paritaires et 50% qui constatent qu'il y a encore des progrès à faire de ce côté-là. Donc voilà, on va pouvoir voir quels leviers sont mobilisables tout à l'heure. Sur le bénévolat de gouvernance, notamment, on s'aperçoit qu'il y a une grosse problématique au niveau de l'inclusivité, notamment quand on regarde la part des femmes aux différents postes de gouvernance. Donc là, on a pris le triptyque assez classique dans les associations avec une gouvernance qui est composée d'un président, d'un trésorier et souvent d'une secrétaire, comme vous pouvez le constater. Donc 29% des présidents sont des présidentes, alors que 60% des secrétaires sont des femmes. Donc on voit aussi toutes les représentations que ça peut questionner pour la vie associative, avec un accès aux responsabilités qui est encore malheureusement fortement restreint pour les femmes. Il y a seulement dans des associations plus militantes où on constate des systèmes de gouvernance plus collectifs qui permettent justement de corriger un peu cet effet au niveau de la gouvernance des associations. Je vais maintenant prendre l'exemple des personnes retraitées, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de leur voix, on a réalisé une enquête pour la CARSAT Hauts-de-France, où là, on n'a pas interrogé des associations, mais des personnes, les personnes retraitées. On a eu un gros échantillon avec 13 000 répondants, donc ce qui donne des résultats qui sont particulièrement intéressants. Et on avait notamment demandé, donc ça concerne que les personnes retraitées, mais c'est un bon indice, on avait demandé le rôle que les personnes occupaient au sein des assos et si elles étaient des hommes ou des femmes. Et là, vous pouvez constater que la part des hommes est majoritaire sur les rôles de gouvernance et sur les rôles d'encadrement, avec 57% respectivement et 59% d'hommes. Alors que quand on arrive sur des fonctions administratives ou le rôle auprès du public, ben, on s'aperçoit que c'est les femmes qui sont plus présentes, notamment sur les rôles auprès du public. Donc on voit vraiment qu'il y a un espèce de plafond de verre, mais qui reproduit aussi ce qui se passe dans le reste de la société, où les femmes sont fortement présentes dans les postes d'exécution, entre guillemets, puis il y a un frein à l'accès au rôle de gouvernance.
Et ce qui est intéressant aussi de constater, bien sûr, c'est que le monde associatif, c'est beaucoup de spécificités, beaucoup d'associations très différentes. Et quand on regarde la part de bénévoles, femmes ou hommes, alors on est encore sur les personnes retraitées ici, dans les différentes associations en fonction de leur secteur d'activité, on peut constater notamment qu'il y a des réalités très différentes qui se vivent selon les secteurs d'activité. Vous voyez que par exemple dans le sport, on a 61% d'hommes. Et quand on arrive sur des causes plus sociales, voire dans les cultures et les loisirs, c'est plutôt les femmes qui sont majoritaires. Donc là aussi, c'est pour les têtes de réseau, pour toutes les personnes qui souhaitent agir en faveur du monde associatif, c'est de distinguer les actions qu'on mène selon les secteurs d'activité pour permettre justement l'inclusion des femmes plus importantes. Et on avait réalisé aussi dans cette enquête une typologie des personnes retraitées et on avait notamment distingué les hommes et les femmes sur une typologie qui était les engagés expérimentés, donc c'est-à-dire les personnes retraitées qui avaient une expérience de l'engagement bénévole avant leur départ à la retraite. Et c'est là qu'on avait remarqué les différences les plus intéressantes entre hommes et femmes, notamment au niveau des représentations et des freins. On peut constater, par exemple, que les femmes avaient plus comme frein le fait d'avoir la charge d'un proche, bon, ce qui ne vous étonnera pas, mais ce qui peut aussi expliquer ce que j'expliquais au début de cette présentation sur l'impact de la crise sanitaire sur le bénévolat. Effectivement, bah, les femmes, elles avaient plus comme frein le fait d'avoir un proche. Sur lesquels elle devait s'occuper, entre guillemets. Et ça a pu être un vrai frein pendant la crise sanitaire. Et puis, il y a aussi des représentations avec cette peur de faire le premier pas qui touche plus les femmes que les hommes, alors que les hommes, eux, donc les engagés expérimentés, ils sont plus sur le fait de valoriser leurs compétences professionnelles qu'ils ont acquis tout au long de leur carrière. Les femmes, malgré cette expérience, eh ben, elles restent dans des représentations qui leur posent un frein au niveau de l'engagement. Donc là aussi, il y a des actions à mener sur ces points-là. Et je vais finir par quelques chiffres sur l'emploi, parce que la place des femmes dans le monde associatif, c'est le bénévolat, mais c'est aussi bien sûr l'emploi, vous savez. Petit rappel, hein, dans les Hauts-de-France, il y a 195 344 salariés associatifs. Donc ça, c'est les chiffres de 2019, ceux qui sont les plus complets actuellement. C'est 9,7% des emplois de la région. Et l'emploi associatif, bah, il est majoritairement féminin, avec 130 880 postes occupés par des hommes. Euh, il y a peut-être une petite inversion, il faudrait que je vérifie le PowerPoint. Mais en tout cas, il y a 67% de femmes et 33% d'hommes dans l'emploi associatif. J'ai dû inverser les deux chiffres, toutes mes excuses. Euh, et ce qui vient avec ça, c'est des conditions de travail qui sont plus précaires, avec majoritairement des temps partiels, 70% de temps partiel dans le monde associatif, et bien sûr une rémunération brute annuelle moyenne qui est inférieure de 15% pour un équivalent temps plein. Donc là, c'est pas lié au temps partiel. Donc voilà, on retrouve cette boucle entre l'emploi associatif qui est plus féminin, donc plus précaire, et plus précaire, donc plus féminin. Donc là aussi, on voit le travail qui reste à mener sur ces points-là. Et je pense que j'en ai fini pour ma présentation. Et je vous remercie de votre attention. Eh ben, merci beaucoup, Benjamin. Je ne sais pas si quelqu'un a des réactions actuellement ou si on passe directement à l'intervention de Jean-Paul. Eh bien, très bien. Bah, peut-être que ça viendra par la suite, Jean-Paul, si tu veux poursuivre. Oui, merci. Ça y est, c'est bon, ça marche. Bonjour, déjà. Donc, je m'appelle Jean-Paul Moutier. Je suis directeur de l'association Galilée qui se trouve à Saint-Omer, qui est membre de l'ORVA d'ailleurs. Voilà, c'est une association qui existe depuis 22 ans maintenant. Il travaille, alors plus globalement que sur les associations, sur le développement de l'économie sociale et solidaire. Et spécifiquement également sur l'égalité entre les femmes et les hommes alors plus aussi, toujours plus largement que l'association, dans le milieu de l'ESS. Voilà, moi je travaille sur ce sujet d'égalité femmes-hommes depuis 35 ans maintenant. Voilà, et on intervient sur toute la région Hauts-de-France. Je présenterai ensuite
nos actions plus spécifiquement. Voilà donc ce que nous sommes. Alors, juste pour compléter un peu ce qu'a dit Benjamin, parce qu'il a ouvert un certain nombre de portes, pour peut-être compléter des choses par rapport aux associations. Euh, il a évoqué notamment, par exemple, le bénévolat, avant de rentrer dans mon diapo. Il a évoqué le bénévolat. Alors, une des grandes problématiques qu'on a dans le bénévolat associatif, bien sûr, il y a des femmes. On a vu qu'elles sont nombreuses. Alors, parmi les problématiques qu'on peut évoquer, qui n'ont pas été citées, c'est notamment l'accès des femmes aux responsabilités. Hein, puisque plus on va monter, le plafond de verre est assez énorme, même dans le bénévolat, hein, plus on va monter dans les représentations vers la présidence, les membres du bureau, etc., et moins on trouve de femmes, et c'est notamment assez catastrophique dans le milieu du sport. Pour vous donner un exemple, sur 110, je crois, fédérations sportives en France, les 110 principales, il n'y a que 15 fédérations sportives qui sont dirigées par des femmes. Donc voilà, c'est qu'un petit exemple, donc c'est une des problématiques fortes. Autre problématique qu'on va retrouver, c'est celle du temps passé annuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui s'investissent dans le monde associatif, mais il faut savoir qu'annuellement, les femmes consacrent en moyenne 36 heures par an au bénévolat associatif pour plus de 63 heures pour les hommes. Donc on a aussi des écarts à ce niveau-là qui sont très significatifs, que je voulais rapidement évoquer. Oui, je voulais aussi préciser, parce qu'on n'a pas évoqué enfin, on peut, les questions du salariat, hein. L'un des problèmes du monde de l'ESS en général, du monde associatif et du monde de l'ESS en général, au niveau du salariat, alors effectivement, il y a la question, on a évoqué le temps partiel, mais il y a aussi de fortes questions qui sont liées au plafond de verre, hein, puisque si 69% des salariés associatifs, associés de salariés de l'ESS, pardon, sont des femmes, elles ne sont que 54% parmi les postes cadres et 51% dans les postes de direction. Donc voilà, il y a un plafond de verre qui est très fort dans ce monde associatif. Il y a encore beaucoup de portes euh, à ouvrir. Voilà, des choses qu'on peut évoquer. C'était juste quelques mots voilà, pour compléter un peu ce qu'a donné Benjamin. Alors moi, je vais vous présenter plutôt je vais rentrer dans le domaine un peu qualitatif par rapport à ces éléments qui vous ont été présentés. Et vous présenter les résultats alors, d'une double enquête qu'a menée Galilée, une qui s'est déroulée sur plusieurs années, d'une part auprès d'employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, je rappelle, l'économie sociale et solidaire, ce sont quand même 85%, 87% des employeurs associatifs. Et on a questionné plus d'une centaine d'employeurs de l'ESS. Et on a aussi questionné parallèlement des femmes qui sont salariées ou actives dans l'ESS, pour avoir un petit peu leur point de vue, pour savoir, ben voilà, vous êtes dans l'ESS, vous êtes de l'ESS, comment vous percevez ces questions de l'égalité femmes-hommes? C'est un petit peu ce que je vais essayer de vous résumer en termes de réponses, sous forme d'un petit diaporama qu'on a réalisé là-dessus. Alors bien souvent, ce qui nous revient donc du côté des employeurs, c'est quand on a fait cette enquête, alors c'était une enquête menée à la fois de deux manières, hein. On a fait une enquête adressée par mail aux employeurs qui nous répondaient, un questionnaire adressé par mail, et on a mené une trentaine aussi d'entretiens directs, entretiens un peu semi-directifs, c'est-à-dire c'était des questions ouvertes pour effectivement laisser les employeurs s'exprimer au maximum. Ce qui nous est régulièrement revenu, hein, les grandes tendances qui se dégagent de cette enquête pour l'employeur, c'est on a le sentiment généralement de bien agir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de besoin ou il n'y a pas de demande. Voilà, ça c'est les expressions les plus récurrentes quand on cherche à évoquer les questions d'égalité femmes-hommes au niveau des employeurs. Ce sont ces commentaires-là. Alors maintenant, on a essayé de creuser un petit peu sur pourquoi les gens nous disent ça. Finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient expliquer ces réponses très largement partagées, hein, très largement majoritaires quand on écoute les employeurs? Alors, on a eu plusieurs explications en écoutant et en interprétant ce qui nous avait été exprimé par les employeurs. On s'est aperçu on a une majorité de petites structures dans les associations et donc que les régulations sont quotidiennes. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il va être résolu en équipe ou en petit groupe. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet. Il n'y a pas une ambition stratégique sur plusieurs années ou sur plusieurs mois. Non, on a de petits problèmes et puis on va les résoudre au quotidien.
Deuxième élément explicatif qu'on a pu trouver, c'est que trop souvent, alors dans les associations, dans l'ESS, hein, l'ESS est considéré comme un label. Et que ça a bien souvent un peu tendance à nous exempter de toute réflexion, hein. Bah, on n'a pas de souci, vous savez, on a des valeurs, on est de l'ESS. Donc voilà. Bon, on pourrait inverser totalement la réflexion en se disant, mais justement, on est de l'ESS, donc il y a peut-être une obligation de nous questionner sur ces enjeux de l'égalité qui font partie de la transformation sociale auquel nous sommes censés aspirer. Donc justement, parce qu'on est de l'ESS, on devrait se poser ces questions-là. Troisième facteur qui limite l'intérêt des employeurs sur le sujet, c'est la forte féminisation de l'ESS, qu'on évoquait. 69% des salariés de l'ESS sont des femmes. Alors, quelquefois, on ne perçoit pas le problème. Il n'y a pas de problème, puisque on emploie une large majorité de femmes. Bah, si, c'est aussi peut-être une vraie question, justement, l'absence de mixité. L'absence d'accès aux responsabilités, etc. Il y a plein de questions, mais voilà, le fait que l'ESS et les associations soient largement féminisées rend quelque peu les choses opaques. On ne s'aperçoit pas qu'effectivement, ça peut être un vrai questionnement. Quatrième point, la fragilité économique des structures, c'est-à-dire que beaucoup d'associations sont quand même dans des situations économiques relativement fragiles, et malheureusement, ça ne va pas en s'améliorant, mais de ce fait, on n'a pas tellement envie d'évoquer des sujets de RH, notamment, qui pourraient générer des demandes, des aspirations, notamment salariales, qu'on ne pourrait pas suivre. Donc voilà, ou nécessité d'engager des frais pour obtenir des labels, etc. Donc on dit, oh là là, c'est peut-être un sujet qu'on va mettre un peu de côté. Une GRH, autre facteur, une GRH souvent empirique et souple, pardon. C'est-à-dire que on n'a pas vraiment de grille de salaire, on n'a pas de grille de métier, on a du mal à reconnaître les choses. Et donc, effectivement, on ne sait pas bien identifier, on ne sait pas repérer, on ne sait pas diagnostiquer. Donc voilà. Le paravent partage de valeurs, ça aussi on nous le sort souvent en disant nous ce qui compte, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. L'essentiel dans notre association, c'est qu'on partage tous les mêmes valeurs. Ces questions de partage de valeurs qui sont effectivement attendues des salariés ne devraient pas, selon nous, empêcher le questionnement quand même sur les relations de travail, sur les RH, sur l'engagement de l'association, sur les enjeux d'égalité, etc. Mais trop souvent, ça sert un peu de paravent, cette histoire de partage de valeurs, pour éviter d'aborder des sujets de ce type-là. Ensuite, autre frein, deux systèmes hiérarchiques parallèles, hein. Dans les associations, on a bel et bien le salariat et le bénévolat, qui sont quand même deux systèmes hiérarchiques, parfois autonomes, voire quelquefois presque indépendants l'un de l'autre. Et on s'aperçoit qu'assez souvent, si les équipes de salariés, quand nous on travaille avec des associations, sont intéressées pour travailler sur les enjeux de l'égalité, parce qu'on est très fortement féminisé, parce que tout le monde voit bien qu'il y a le plafond de verre, que c'est un vrai sujet, c'est beaucoup plus difficile à faire passer au niveau du bénévolat. Voilà, parce que là, on a souvent le vieux mâle blanc de plus de 60 ans, dont je fais partie, et souvent quand même la majorité des bénévoles associatifs, et c'est très difficile d'amener ce sujet-là à ce niveau-là. Voilà, des dimensions positives sur le projet associatif et économique qui ne sont pas perçues ou mal perçues. On ne s'aperçoit pas que travailler sur l'égalité, c'est un progrès pour tout le monde, et pas seulement un progrès social. C'est un progrès culturel, mais c'est aussi un progrès économique. Ça, les gens ne le voient pas. Enfin, les gens dans les associations, puisque voilà, le partage de valeurs, l'équilibre relationnel, c'est considéré comme un enjeu essentiel. On a du mal à évoquer ces sujets parce qu'on estime que parler d'égalité homme-femme, c'est un sujet de tension potentielle. On le sent bien notamment dans les grosses associations, qu'on a bien du mal à aller vers ça parce qu'on se dit, oh là, ça risque de déséquilibrer les équipes. Voilà. Donc la conclusion de ça, c'est que lorsqu'il existe, le projet égalité est souvent porté par une à deux personnes quand il existe, et souvent limité à un champ très très limité d'action. Voilà, on avance. Je vois que le temps passe. Peut-être que là, je vais rentrer dans le détail, mais peut-être que je vais avancer un peu plus vite pour laisser la place à des questions s'il y en a. Non? Je vais peut-être passer ces deux diapos-là. Voilà, celle-là aussi. Voilà. Maintenant, la parole de salariés. Qu'elles expriment les salariés qu'on a pu rencontrer? Alors déjà, première question qu'on leur a posée, c'est parce que nous, une réflexion aussi qu'on a des employeurs, c'est souvent, il n'y a pas de sexisme.
même, hein, cette notion de sexisme. Est-ce que non, là, si on a des valeurs, donc chez nous, il n'y a pas de sexisme. Donc, on a questionné ces femmes qui sont salariées de l'ESS sur est-ce que vous avez déjà entendu, ou vous avez pour vous, est-ce que le sexisme dans l'ESS existe, et oui, sous quelle forme? Et donc, voilà des phrases qu'on a pu relever, hein, sur les 24 femmes qu'on a dû rencontrer, un peu ce qui nous est revenu. Donc, ce sont des femmes différentes qui s'expriment, hein. Il me faut parfois rappeler à mes collègues qu'une blague est parfois plus qu'une blague. J'étais considéré comme la fille plutôt jolie et calme, donc qui n'allait pas faire de vagues. Tu vois qu'on ne t'a pas embauché que pour ton physique. L'ambiance est bonne en équipe, mais je constate que ce sont toujours des hommes qui concluent les réunions. Ce sont toujours les femmes qui font le café, les petites tâches ménagères dans l'équipe. J'ai abordé le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes lors d'une pause. Ils m'ont appelé la féministe pendant plusieurs jours. Donc, vous voyez, le sexisme existe aussi, avec des éléments plus ou moins graves. On n'est pas forcément dans le même registre quand quelqu'un dit à quelqu'un d'autre on ne t'a pas embauché que pour ton physique, ou quand on constate que c'est des petites tâches du quotidien qui ne sont pas partagées. Mais quand même, tout ça, ce sont différentes formes de sexisme qui existent aussi dans l'ESS. Il faut savoir l'identifier, le reconnaître. À ce propos-là, nous, on préconise notamment, par exemple, toujours l'observation de ce qui peut se passer en réunion, qui conclut les réunions, par exemple, ou est-ce qu'il y a des prises de parole intempestives quand c'est une femme qui s'exprime et d'autres. Voilà, c'est souvent des choses très riches d'enseignements un petit peu à observer. Donc voilà, le sexisme dans l'ESS, vous voyez, ça existe comme partout. Euh, voilà, donc ce qui a été exprimé par les femmes. Alors, ce qu'elles ont pu aussi exprimer, quand on leur a demandé, à un moment donné, sur les points forts de l'ESS, quoi, en quoi l'ESS, par rapport à ces questions d'égalité femmes-hommes, a peut-être des points, des éléments forts, où c'est peut-être un peu mieux qu'ailleurs, que dans d'autres secteurs. Ce qui est ressorti donc de cette enquête, là, qui date de 2022, le milieu de l'ESS est ouvert au dialogue, et par conséquent, on peut aborder des questions d'égalité. Donc voilà, cette capacité de l'ESS en général et des associations à dialoguer, à créer du dialogue. Voilà, le milieu de l'ESS est globalement bienveillant. Ça aussi, une chose qui a été pointée. Troisième élément, quelques postures fortes en matière d'égalité dans l'ESS. Par exemple, les questions de l'équilibre des temps de vie et le principe à travail égal, salaire égal, qui sont souvent revendiqué dans l'ESS. On porte vraiment une attention à l'équilibre des temps de vie et à la notion de travail égal, salaire égal. Ce qui ne veut pas dire, là je suis sur des témoignages, euh, quand on observe les réalités, on a des écarts de salaire femmes-hommes dans l'ESS comme ils existent par ailleurs. Ce qui surprend régulièrement les employeurs à qui qu'on informe de cette donnée objective. Par contre, on s'aperçoit que les écarts viennent du fait que les métiers occupés principalement par des femmes sont moins valorisés, moins reconnus et moins valorisés à compétences égales que les métiers exercés principalement par des hommes. Donc les employeurs n'ont pas conscience de ces inégalités en disant non, deux personnes qui font le même boulot sont payées de la même manière. Oui, ça c'est vrai. Mais la reconnaissance des métiers, par contre, elle est nettement différente à compétences égales. Un milieu où l'on rencontre des femmes inspirantes, aussi, comme il y a beaucoup de femmes et qu'on en retrouve quand même à des postes cadres ou dans des porteuses d'initiatives, c'était quelque chose qui nous a été affirmé aussi par les femmes qu'on a pu rencontrer. Et enfin, des actions plus fréquentes auprès de publics de femmes et ou qui prennent mieux en compte les questions de l'égalité. Alors là, on peut notamment y voir le fait qu'il y a aujourd'hui une injonction des pouvoirs publics. Quand vous déposez un dossier, que ce soit politique de la ville ou autre, on vous demande dans quelle mesure l'égalité est prise en compte dans votre action. Donc l'ESS a quand même tendance à se mobiliser à ce niveau-là sur ces questions. Les points faibles, les points forts, on va aussi évoquer les points faibles qui ont été évoqués par les femmes qu'on a pu rencontrer. Alors, la première, je l'aime bien parce que je trouve qu'elle résume beaucoup de choses. L'ESS a un corps de femme et une tête d'homme. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est plus on accède aux responsabilités, y compris dans les secteurs hyper féminisés. Moi, j'étais très surpris le jour où j'ai découvert que, par exemple, dans les secteurs comme l'aide à domicile, où vous devez avoir 95 à 97% de femmes parmi les salariés, plus vous allez monter dans les hiérarchies et plus vous allez monter dans les fédérations, etc. Et en haut, vous n'avez plus que des hommes.
Voilà, donc même où c'est hyper féminisé. Dans l'ESS aussi, des attitudes et comportements ancrés, parfois inconscients, difficiles à changer. Toute la dimension culturelle, quelquefois on fait un peu trop l'économie dans l'ESS, comme les associations, de réfléchir à ça, mais effectivement, c'est très présent et des comportements, ça ne se change pas du jour au lendemain. Euh, Comment ça se travaille, comment ça... voilà, je donnerai peut-être quelques pistes après sur ces enjeux-là, mais effectivement, il y a aussi des comportements que les femmes observent très ancrés dans l'ESS comme ailleurs. Les échanges sur l'égalité qui se résument souvent à de rares temps informels, c'est autour de la machine à café, au moment du café le matin, ou voilà, c'est à ce moment-là, ou à des actions ponctuelles de sensibilisation. On est un peu les spécialistes en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes, des one-shots dans l'ESS, c'est-à-dire que tout d'un coup on fait une super journée ou une demi-journée, allez, on sensibilise tout le monde à l'égalité, et puis on s'en est acquitté, et puis derrière il ne se passe plus rien. Voilà, on estime avoir fait le boulot, que tout le monde est formé, informé, sans penser que c'est un vrai projet d'association qui doit vraiment être porté dans la durée. Donc voilà, c'est pas comme ça qu'on peut travailler effectivement sur la promotion de l'égalité. Un thème absent au niveau des bénévoles, ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, hein, effectivement, au niveau des salariats, ça se pose. Au niveau des bénévoles, c'est beaucoup plus compliqué. Et l'absence de projet global porté par l'ensemble des acteurs, actrices. C'est-à-dire que ça, c'est une revendication généralement des femmes qui se battent dans les grands réseaux qui vont regrouper les acteurs de l'ESS, LMA, APS, CRES, ce sont encore des éléments un peu embryonnaires. On n'a pas une stratégie affichée, lisible, en disant ben voilà, où est-ce qu'on voudrait aller, c'est quoi notre ambition sociétale par rapport à ces enjeux-là, des choses qui sont pas aujourd'hui affirmées. Voilà ce qu'on a pu entendre, nous, de femmes et d'hommes là-dessus. Donc, avant peut-être de vous présenter Gaëlle, peut-être laisser des réactions ou des questions s'il y en a. Voilà. Bah, bonjour, je suis arrivée un tout petit peu en retard, mais comme tu citais le mouvement associatif, voilà, et puis je, je- je voulais juste faire un petit retour hein, pour dire que du haut de ma petite expérience personnelle de quelques dizaines d'années passées dans le monde associatif, bon, je me retrouve dans tout ce que tu dis forcément et dans tout ce qui est décrit. Euh, euh, voilà, mais néanmoins, il me semble, pour finir sur une note quand même un peu plus positive, que voilà, il y a quand même un mouvement de fond ces dernières années qui est assez puissant et qui amène euh, une lente, trop lente toujours, prise de conscience et des changements qui sont à l'œuvre, mais qui sont amenés par les femmes elles-mêmes et par leur posture dans le monde du travail, plus que par les organisations, je dirais. Oui, oui, c'est peut-être ce qui est observé, ce que veulent exprimer les femmes avec qui j'ai pu échanger, qui effectivement, on sent bien que j'ai rencontré là des femmes qui veulent pousser les murs, qui poussent les choses, et il se passe des choses qui sont très intéressantes d'ailleurs, et c'est vrai aussi au niveau des réseaux, c'est de dire oui, mais on n'a toujours pas voilà, une vue globale, collective, l'ensemble des réseaux se positionnant sur effectivement une mise en perspective de ces enjeux-là. Et puis, bon, après, c'est pas pour nous dédouaner, mais c'est vrai que Euh, alors là, je ne parle pas sur la question du travail, parce que là, effectivement, en tant qu'employeur, on a la main sur ce qu'on peut faire, enfin en tout cas sur les règles qu'on peut se donner dans le cadre du monde du travail. Mais pour ce qui est du bénévolat et des instances de représentation, etc., je pense que, là encore, si je regarde la structure que je dirige, on est loin de la parité malgré des intentions, malgré une élue référente sur le sujet, malgré le fait qu'on organise des webinaires sur le sujet, etc. Après, nous, on a une petite difficulté qui peut être celle aussi d'autres organisations, mais qui pourrait être levée en mettant des conditions d'obligation. C'est pour ça que moi, alors ça, à titre personnel, je suis plutôt favorable à la question des quotas parce que je trouve que tant qu'on ne met pas d'obligation, finalement, c'est compliqué de faire progresser les organisations. Mais, euh, mais voilà, nous, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est un réseau de réseaux et qu'on ne peut pas faire d'ingérence dans nos associations membres. On les incite fortement à avoir une délégation paritaire, en fait, dans leur représentation dans nos instances.
mais on n'a pas mis d'obligation aujourd'hui statutaire, et peut-être qu'il faudra qu'on en passe par là. Et donc, dans les faits, c'est assez compliqué de... alors, on peut toujours faire remarquer et afficher un peu les réseaux qui, parfois, sur des délégations de 6, envoient 6 hommes. Donc là, voilà, on peut au moins leur faire remarquer qu'il y a un problème. Mais, mais on n'a pas aujourd'hui de pouvoir de coercition par rapport à ça, quoi. Donc, voilà, la question se pose. En tout cas, moi, je trouve que c'est un débat qui mérite d'avoir lieu entre... voilà, mais parce que tu parlais du sport, bon, là, je sais qu'il y a un certain nombre d'obligations. Par exemple, si on regarde le Conseil économique et social régional, le CESER a imposé un rajeunissement et une féminisation. Et bah, les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup râlé, beaucoup expliqué que ce n'était pas possible. Et puis, ils s'y sont pliés dans les faits. Et je pense que tu es en train de nous faire toute la belle transition vers les leviers d'action et les pistes qu'on peut mettre en œuvre. Alors, sur les pistes d'action, côté nous, Galilée, un peu notre approche, hein, ce qu'on préconise, bon, pour avancer effectivement sur l'égalité. Donc, Claire évoquait effectivement des mesures coercitives qui, quelquefois, peuvent avoir leur utilité si elles sont définies dans le temps, notamment, hein, en disant ça sert à quoi et qu'elles sont justifiées, qu'elles s'expliquent et comment. Du reste, c'est une possibilité, juste pour rappeler ça, notamment, c'est une possibilité en droit du travail aussi qu'ont les employeurs, de mettre en place, le Code du travail prévoit ça, on peut mettre en place des mesures provisoires qui permettent de réaliser l'égalité professionnelle, si on est sur ce terrain-là. Euh, voilà, bon, je pense que les enjeux de notre côté, nous, effectivement, ce qu'on préconise, c'est si on travaille, une association travaille sur les questions d'égalité. Bon, déjà, alors pour nous, un savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que pour nous, dans une association, on parle de tout. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup parlé, la GRH, mais c'est aussi l'action auprès de nos publics, c'est l'action auprès de nos partenaires. Voilà, c'est plein de questions qui se posent pour une association qui commence à travailler sur les questions d'égalité. Donc, de bien travailler sur les enjeux, établir les diagnostics, pour nous, c'est quand même le point de base. Dans les grandes conditions, ensuite, pour que ça marche, pour nous, si une structure associative veut s'engager sur l'égalité, enfin, il y a plein de conditions, mais je vais en relever 3 que je voudrais mettre en évidence. La première, c'est le fait qu'il faut que ce soit un projet collectif. Trop souvent, nous, on voit dans des associations, des structures, on se dit, bon, ça quitte un petit peu de la question d'égalité en ayant un référent, ou plus souvent une référente, égalité. Et puis, vas-y, roule, et ce sera la personne qui est un petit peu plus investie sur le sujet, qui va se débrouiller avec ça toute seule dans son coin. Bon, ça ne marche pas, ou ça a un impact limité. C'est-à-dire que j'évoquais effectivement le SS, les associations, c'est du salariat et du bénévolat. Il faut qu'on arrive à faire marcher, il faut que tout le monde soit impliqué vraiment à un projet. Si ce n'est pas un projet collectif, de dire on travaille ensemble, on prend les questions à bras le corps, on veut que ce soit chez nous une gestion intégrée de l'égalité femmes-hommes, c'est-à-dire que dans notre projet associatif, cette dimension soit entièrement prise en compte, c'est indispensable que ça devienne un projet collectif, ce qui veut dire un temps de travail d'acculturation des uns et des autres, qui moi me paraît indispensable, c'est-à-dire que il faut que tout le monde parle le même langage. Quand on prend, nous, quand on anime des ateliers, on commence par travailler toujours sur les mots utilisés, parce que par exemple, on s'aperçoit que les gens n'utilisent pas les mêmes mots pour signifier, ou que derrière un mot, ils mettent des significations qui sont complètement différentes. Donc il faut d'abord créer ces articulations, ces terrains de dialogue qui sont indispensables, mettre tout le monde à un pied d'égalité, que tout le monde puisse s'exprimer et créer cette dimension collective qui fait que où chacun va pouvoir s'exprimer aussi, c'est très très important. Parce qu'on a souvent aussi, hein, c'est un sujet qui est très souvent, pas dire conflictuel, mais qui soulève l'égalité femmes-hommes des positions qui sont très parfois rigides, parce que tout le monde a une relation intime par rapport aux questions d'égalité. Et donc les gens arrivent avec tout ce qui les a construits,
Et dans un dialogue, enfin, dans un débat, c'est toujours difficile de construire le dialogue parce que les gens sont souvent sur des positions un peu fermées. Alors, donc, constituer l'écoute, créer ce collectif, c'est pour moi le premier pilier si on veut travailler sur l'égalité. Euh, Deuxième grand pilier que j'évoquerai pour travailler sur l'égalité dans une structure associative, c'est travailler dans le temps que j'évoquais. C'est-à-dire qu'il faut donner du temps au temps et puis c'est pas un one-shot. C'est pas une simple action de lutte contre les stéréotypes, c'est une interrogation sur le projet, c'est se donner le temps, c'est dire on travaille sur 5 ans, on travaille sur 10 ans, mais voilà, c'est un vrai projet qu'on met en place et c'est pas une succession de moments forts et de moments faibles, c'est bah oui, comment on bosse là-dessus et comment on y va. Donc il faut donner du temps au temps. C'est le deuxième pour moi grand pilier. Troisième pilier, si on veut travailler sur ces questions, c'est ne pas rêver d'un grand soir ou d'un changement culturel radical et rapide. C'est difficile, c'est compliqué, il faut du temps. Donc moi, je préconise vraiment de travailler sur des petites choses qui vont être très consensuelles au départ, dans une structure. Et puis, c'est en voyant que ça marche, qu'on a mis en place quelque chose, et puis ça marche, qu'on va passer à l'étape suivante. Moi, je crois vraiment qu'il faut aller sur quelque chose de graduel. On n'est pas parfait, personne ne l'est. Nous, Galilée, ça fait 25 ans qu'on travaille maintenant sur les questions d'égalité. Je pense que même à l'interne, je ne suis pas sûr qu'on essaye d'être performant. Est-ce qu'on est toujours au top? Parce qu'il se passe toujours... C'est pas sûr. Donc voilà, c'est important de, de travailler sur des successions d'actions concrètes et qui vont nous amener à réfléchir progressivement à tout ce qu'on fait. Voilà. Sans chercher dès le départ, voilà, dire ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou voilà. Si on embrasse trop de sujets à la fois, on ne va pas y arriver. Donc moi je suis vraiment pour ce type de fonctionnement. Voilà pour moi les trois grands piliers si on veut travailler sur l'égalité au sein d'une structure. Il y a des réactions, des questions avant qu'on passe à une petite présentation de dispositifs ou d'outils qu'on porte au sein du mouvement associatif pour accompagner sur ces questions-là. C'est encore possible de réagir dans le chat ou à l'oral. Moi, c'est plus une réflexion que je voudrais amener, c'est que parler du sexisme, du féminisme, à la rigueur, ça peut faire partie. Et encore qu'on a vu avec ce que tu nous présentais, Jean-Paul, que c'est pas toujours consensuel, mais c'est plus facile à aborder. Mais il y a aussi une question qui est peut-être un peu centrale et qui est l'autre pendant, mais c'est parler du masculinisme aussi, de qu'est-ce que c'est la masculinité quand on est dans une association ou en tant qu'homme, dans tous les espaces où on peut être. Et ça, c'est une question qui est beaucoup plus compliquée à adresser parce que directement, elle peut renvoyer à des comportements qui remettent en question les personnes très directement, mais ça peut aussi être un élément à adresser, et puis ça pourrait peut-être permettre aussi d'une certaine manière de sortir de l'idée que ben, la question de l'égalité femmes-hommes, elle doit être adressée par les femmes, et peut-être aussi de renverser le sujet, et puis enfin, de le mettre en miroir, et se dire, ben, on se questionne sur les stéréotypes, comment ils peuvent s'exprimer, comment le sexisme peut s'exprimer dans l'association, mais en parallèle, on peut aussi réfléchir à quelle place on prend et comment en fait tout ça s'exprime aussi et comment tout ça se construit. Peut-être pour apporter aussi voilà, des retours d'expérience, mais deux choses. Alors, je sais que ça fait largement débat et que ça cristallise beaucoup de débats, donc c'est à manier avec précaution, mais la question on va dire, de l'écriture inclusive me paraît importante. Et en tout cas, nous, on l'a mis en place depuis. Alors ça, c'est voilà, si on a fait quelque chose de concret, c'est il y a, je pense bien une bonne dizaine d'années, voire plus peut-être maintenant, de mettre en place, enfin, de vraiment être extrêmement vigilant dans la façon dont on s'adresse aux personnes et aussi dans nos éléments de communication, d'être vraiment inclusif. Alors, ça ne veut pas forcément dire mettre des points E partout, mais plutôt de dire, voilà, d'inclure systématiquement les femmes. Et moi, voilà, j'ai observé que, alors ça n'a pas fait débat chez nous quand on l'a mis en place. Voilà, on a eu quelques petits retours, plutôt parfois d'ailleurs en interne de l'équipe d'hommes qui disaient oh là là, bah oui, mais alors s'il faut, c'est pas pratique. Enfin bon, voilà, des considérations pas très intéressante. Néanmoins, voilà, on l'a mis en place, ça devient un réflexe. Moi, ça me paraît extrêmement important et je dis souvent, parce que ça m'arrive encore d'être dans des groupes de travail
de direction et où on appelle ça le groupe des directeurs. Donc très très régulièrement, je dois encore dire, n'appelez pas ça le groupe des directeurs parce qu'en fait, comment voulez-vous que des femmes se projettent dans la fonction si systématiquement la fonction est masculinisée? Et donc, voilà, je pense que le combat sur la langue, il est important. Après, il faut le mener avec précaution parce que je sais que dans un autre mouvement associatif où il y avait une initiative d'aller sur ce type de communication, ça a suscité des débats très violents auxquels, d'ailleurs, les personnes qui avaient lancé l'initiative ne s'attendaient pas. Donc, ça peut cristalliser des choses. Néanmoins, je pense que c'est quand même euh, un enjeu. Et puis, je voulais dire autre chose, mais je l'ai perdu. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, aborder les questions d'égalité, c'est quand même aborder derrière les questions de pouvoir. Ah oui, Voilà, si, ouais, bien faut quand même sûr. être très clair là-dessus et donc avec des résistances, hein, dans Bien ce partage. sûr. Donc, nous, Oui, ce qu'on alors ce que préconise, je... notre... Ouais. Ouais, Pardon, allez-y, excuse-moi, Claire, vas-y, vas-y. c'est moi qui t'ai coupé, j'ai retrouvé, mais je dirai après toi. Vas-y. Enfin, pour moi, et par rapport à ce que vous venez d'évoquer, féminisme, vous avez utilisé trois mots qui effectivement sont souvent ultra sensibles et provoquent des réactions: féminisme, masculinisme et écriture inclusive. Ah, c'est par exemple des mots que si tu les jettes, tu as forcément des réactions. Je pense qu'il faut trouver des biais, et enfin, faut trouver des biais. Et il faut déminer le terrain. C'est-à-dire que, bon, moi, féminisme, je l'aborde quand j'anime des ateliers, parce que les gens, le féminisme est relativement connu comme terme, mais les gens mettent des représentations qui sont complètement erronées derrière. Voilà, ils ne savent pas ce que c'est. Donc là, ça nécessite d'abord, une fois qu'on a expliqué l'histoire des mouvements féministes, ce que c'est, la lutte des droits, etc., généralement, on sent la pression qui redescend sur ce sujet. Le masculinisme, moi, je ne l'aborde pas en tant que tel, parce qu'actuellement, ça suscite effectivement des réactions. Donc, on va l'aborder plutôt par un biais pédagogique sur la construction de ma pensée. Elle vient de quoi, mes origines, etc. Et donc, c'est ça qui va pouvoir avoir développé des comportements. Je pense qu'il faut une certaine maturité ensuite pour pouvoir dire derrière, bah, attendez, ça a provoqué, voilà, ça c'est ce qu'on peut appeler le masculinisme, mais ça va peut-être être un aboutissement plutôt d'une séquence pédagogique que de l'annoncer en disant on va travailler là-dessus. Voilà. Sur l'écriture inclusive, bah là, pareil, on va essayer non pas de... Parce que les gens résument, c'est toujours le problème, quoi, des Oui. interprétations. L'écriture inclusive, poum, c'est le point médian. Mais non, ce n'est pas du tout. C'est quelle attention on porte aux femmes et aux hommes dans nos façons de communiquer. Donc ça interpelle sur c'est à quel niveau, c'est quand, sur quoi, etc. Ça pose plein de questions de ce type. Et je trouve que en abordant les choses de cette manière-là, on démine quand même vachement le terrain et on a plus de résultats. Parce que quand les gens se bloquent, effectivement, et ça arrive très souvent quand on évoque l'égalité, s'il y a un blocage, c'est très très difficile. Bah, c'est pour ça que d'incarner un peu, enfin voilà, parfois d'avoir un témoignage, de faire prendre conscience aux gens de l'impact que ça a sur les personnes, la façon dont ils s'expriment, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et l'autre élément que je voulais donner, nous, ce que je trouve plutôt, enfin, c'est des outils assez simples, hein, mais qui avaient été amenés. Et d'ailleurs, voilà, finalement, nos pratiques ont évolué sous l'impulsion à l'époque d'une salariée qui était très militante et qui a amené ces outils à l'association. Des outils d'observation, hein, tu le disais, Jean-Paul, mais simplement d'observer dans les CA qui prend la parole, qui coupe la parole à qui conclut, etc. Et donc ça, de faire comme ça des analyses et puis de restituer ces analyses très, très objectives et très factuelles à la fin d'une réunion, par exemple, en chronométrant tout simplement le temps de parole des hommes et des femmes, en observant, en faisant observer qui a coupé la parole à qui. Ça, souvent, c'est très efficace parce que ça permet vraiment de conscientiser le fait qu'il y a un souci, c'est-à-dire que les gens sont persuadés que non, on est une association égalitaire parce qu'on a des valeurs, parce que voilà, on n'est pas sexiste. Et en fait, quand on fait prendre conscience que dans la pratique, il y a des choses qui sont en plus souvent de l'ordre de l'inconscient, enfin voilà, des comportements qui sont pas forcément conscientisés, ça permet quand même parfois de faire bouger les lignes ou en tout cas d'amener une réflexion et ensuite c'est à partir de cette prise de conscience qu'on peut travailler, quoi. C'est une très belle transition sur la slide suivante. Sauf si en fait, vous voulez rajouter quelque chose, mais l'heure du repas et les ventres gargouillent, donc
on enchaîne du coup avec l'idée justement de conscientiser certaines pratiques. On voulait vous voilà, conclure ce webinaire avec quelques outils et dispositifs qu'on porte au sein du mouvement associatif. Donc rapidement, un premier qui est l'Inclusiscore. Donc, c'est un outil d'auto-évaluation en ligne sur ces pratiques associatives avec une vingtaine de questions qui portent à la fois sur la manière dont a été pensé et mis en œuvre le projet associatif, l'ouverture à tous et toutes au sein de l'association et ses pratiques de gouvernance. Donc, c'est vraiment une démarche de questionnement interne qui permet de conscientiser un peu comment se jouent les relations, les choses qui sont mises en place dans l'association. Et à partir de cette conscientisation et des réflexions qui peuvent survenir suite aux différentes réponses aux questions, pouvoir éventuellement améliorer certaines de ces pratiques. Donc c'est en ligne. On vous conseille de le faire en collectif. Ça a peu de sens de le faire seul, parce que l'idée c'est voilà, de susciter un peu de débat et de confronter les différentes perceptions qu'on a de son vécu dans l'association en fonction de si on est une femme, un homme, si on a 40 ans ou 18 ans, si on parle français ou pas, etc. Et voilà, de débattre un peu sur différents sujets. Donc, vous trouverez des questions liées à l'accueil et l'intégration des personnes dans l'association, des questions liées au champ du handicap, aux origines sociales et également à l'égalité des genres. Donc voilà, et puis à la fin des réponses aux questions, vous avez une note comparative en fait aux autres structures qui ont répondu aux questions d'Inclusiscore. Bon, c'est pas ça le plus important, même si ça permet de se situer un peu, mais voilà, c'est comme je le disais au début, c'est séparé en 3 catégories: projet associatif, ouverture à tous et toutes et gouvernance. Et ça vous donne un récap des points en fonction de ces 3 catégories-là. Et à la fin, vous trouvez une série de ressources qui peuvent vous aider, vous accompagner voilà, en fonction des sujets qui sont identifiés. Et s'il y a des assos qui sont présentes là à ce webinaire ou qui le regardent en replay, l'idée c'est que ces ressources soient aussi, j'allais dire interactives, mais en tout cas, vous puissiez aussi en mettre si voilà, vous portez des choses liées au sujet qui sont présentées dans l'Inclusiscore et que voilà, que ces ressources évoluent et qu'on puisse y mettre un grand nombre d'articles, d'études, de guides, etc. Voilà. Et donc, puisque les autodiagnostics, ça peut toujours être intéressant, mais que l'accompagnement par des êtres humains, ça permet parfois d'aller plus loin ou d'adresser des problèmes peut-être autrement. Dans le chat, je vous ai envoyé un flyers qui a été fait par Galilée pour vous parler des questions d'égalité professionnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à en prendre connaissance et puis éventuellement à prendre contact avec Jean-Paul ou avec Blandine pour vous faire accompagner. Nous, on n'y a pas participé directement, mais on entend que des retours très positifs. Et sur les autres dispositifs d'accompagnement, donc le mouvement associatif porte le DLA, qui est un dispositif d'accompagnement des structures de l'ESS, qui est gratuit, présent partout en France. Mais nous, on va plutôt parler de la région des Hauts-de-France. Donc, vous avez tous les interlocuteurs qui peuvent être présents sur votre territoire sur le PowerPoint. Et l'idée, c'est d'avoir un accompagnement sur mesure selon votre situation, votre problématique. Et par ailleurs, le DLA se forme aux questions d'égalité professionnelle parce que c'est pas toujours inné, il y a tout un contexte légal qui peut aussi être un support, notamment sur les questions d'égalité professionnelle. J'ai vu, Jean-Paul, que tu avais ouvert ton micro. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Non, je m'apprêtais à dire au revoir à tout le monde, donc ça va. Et donc, il nous reste la dernière slide avant qu'on puisse se dire au revoir, qui est celle de Guy Dasso, qui est un autre qui rassemble des acteurs de l'accompagnement. L'idée, c'est d'avoir un acteur de l'accompagnement qui est en général une association, mais pas nécessairement, à proximité.
Donc là, si vous allez sur le site internet, vous allez pouvoir avoir accès à une cartographie qui vous permettra de trouver le guide asso le plus à proximité. Et il me semble que si vous zoomez vers Saint-Omer, vous pourrez y retrouver Galilée. Et donc Guidasso peut vous accompagner sur tout type de questionnement, que ce soit vraiment la question de comment j'anime une réunion pour permettre à tout le monde de discuter. Ah, mais là j'ai constaté qu'il y avait un sujet, comment on peut l'adresser collectivement. Et donc n'hésitez pas à les solliciter, c'est gratuit, il n'y a pas de condition d'accès. Donc même si vous êtes une association non employeuse, vous pouvez y avoir accès. Donc, puisque c'est aux femmes de conclure. Nous vous souhaitons un bon appétit, une bonne journée. On vous remercie très chaleureusement Benjamin et Jean-Paul pour votre participation et nous vous souhaitons un bon déjeuner, une bonne fin de journée. Bonne Merci journée à tous. Au beaucoup. revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.